Bonjour à tous. Merci Bonjour. à tous de vous être connectés pour nous entendre, François et moi, 5 minutes, très brèves, mais on va l'espérer très efficace. Et ensuite laisser la parole à Laurent Bérébi, qui a rejoint Altiplano Open Research il y a peu de temps pour être un économiste de très grande qualité qui va nous fournir du contenu et qui va présenter ses vues sur l'environnement actuel. Sa présentation repose à la fois sur ses fondamentaux, sur sa vision des différentes sphères dans l'économie et sur ses visions sur les désordres économiques et financiers que les politiques ont pu créer depuis quelque temps. Mais très rapidement, on souhaite, François et moi, François Morin qui est à mes côtés, qui est mon associé dans Altiplano Open Research, vous dire quelques mots sur ce qu'est Altiplano Open Research. Et avant même de vous dire ce qu'est Altiplano, je voulais vous dire un mot bref sur l'origine de cette idée qui remonte à il y a un peu plus de 2 ans, une idée très embryonnaire qui était juste de mettre un analyste indépendant, et j'en connais quelques-uns qui font du très très grand travail, le mettre en face des investisseurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile parce qu'on a beaucoup de pushback de la part d'investisseurs. J'ai eu beaucoup de conversations avec nombre d'entre vous pour essayer de comprendre ce qui pouvait limiter le développement de la recherche indépendante. Et nous avons pu interroger beaucoup d'analystes qui nous ont fait part de leur peine au quotidien, dans leurs difficultés à louer du temps à la recherche quand on doit faire du commercial, du digital, du legal, de l'admin, etc. Donc, Altiplano Open Research est né de ça. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est un business model qui repose sur 3 piliers. Et notre plateforme digitale va rentrer en production très rapidement et vous pourrez les distinguer, ces 3 piliers. Le premier, c'est l'Open Research. L'Open Research, c'est quoi? C'est de l'architecture ouverte. C'est vous permettre d'avoir accès à ce que nous aurons sélectionné de mieux en matière de recherche sur l'ensemble des sujets que nous avons envie de traiter. Nous aurons des trous dans la raquette, bien entendu, si nous n'avons pas trouvé les bonnes personnes. Le deuxième pilier de notre business model, c'est le cherry picking. Le cherry picking, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un analyste ou un économiste chez nous qui vous intéresse, vous pouvez travailler uniquement avec lui. Le troisième pilier, et qui est un corollaire du deuxième, c'est le pay as you go. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez que pour ce que vous consommez. Un analyste, une fois dans l'année, vous êtes client d'Altiplano. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas définir des budgets ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire et designer des budgets ensemble sur la base de vos besoins, puisque nous, notre principe, c'est d'être en mode client et non pas en mode produit. C'est le principe même de l'architecture ouverte. Et c'est sur cette base-là que nous allons pouvoir commencer, et nous avons commencé à rencontrer quelques investisseurs avec qui on commence à designer, à construire des budgets par rapport à ce que nous sommes capables de délivrer, puisque notre objectif la première année n'est pas d'aller chercher des budgets sur lesquels on n'est pas capable de délivrer. Donc c'est d'avoir une expérience avec vous qui soit la plus parfaite possible, une expérience digitale qui soit la plus parfaite possible, et je vais laisser François dire un petit mot là-dessus, et une expérience de contenu qui soit la plus parfaite possible. Donc on souhaite ces éléments de perfection en matière d'expérience, et nous souhaitons aussi, et c'est là que je fais la transition avec François, des éléments de traçabilité parfaite, et le travail très en profondeur que nous avons fait avec l'agence Faber-Novel depuis 6 mois nous permet de délivrer une plateforme qui est à mi-chemin entre une marketplace, un Doctolib, une librairie académique, un LinkedIn comme un forum. Vous verrez, il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de transparence, et surtout, ça fonctionne très facilement, comme un petit iPhone, une petite appli, vous cliquez et tout va très vite et tout est très simple. Voilà, je laisse la parole à François, qui va vous dire quelques mots sur la plateforme digitale. Mais quoi qu'il arrive, on sera ravis, on va vous contacter tous individuellement parce qu'on a envie que vous nous accordiez du temps, 30 minutes, 40 minutes, pour vous faire des démos, vous expliquer et vous citer des noms de gens qui ont déjà signé avec nous, des gens de très grande qualité ou des gens qui peut-être s'apprêtent à signer bientôt, mais nous voulons constituer un bureau de recherche et une librairie académique de très grande qualité. Mais je te laisse la parole, François, et je fais rentrer quelques gens qui sont en salle d'attente. Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin. François a très bien parlé et pratiquement tout dit. Moi, j'ai rejoint l'aventure Altiplano il y a 6-7 mois. Je connais bien François depuis 20 ans puisqu'on a travaillé ensemble
pendant de longues années, en l'occurrence chez Citigroup. Un mot sur la plateforme. Moi, ce qui m'a séduit, raison pour laquelle je me suis associé avec François, c'est que j'ai tout de suite vu le côté très disruptif de la plateforme par rapport à ce que moi j'avais connu à l'époque dans les banques d'investissement et leur façon de travailler, c'est-à-dire que à mon époque, les banques d'investissement, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, fonctionnent de façon très product-driven, c'est-à-dire qu'ils placent leurs produits, et la plateforme Altiplano se positionne à l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'on est totalement client-driven. Vous le verrez quand on viendra vous visiter avec la plateforme, qui est, comme le dit François, extrêmement simple d'utilisation. On connecte une offre avec une demande. L'offre, c'est des analystes, c'est un bureau de recherche d'analystes indépendants, mais pas que, pour en reparler. La demande, ce sont des asset managers qui sont en quête de contenu de très haute qualité. Et tout ça se fait au travers d'agenda, comme si vous bookiez un rendez-vous sur Doctolib. Voilà. Très brièvement, comment on pourrait résumer Altiplano, mais on sera surtout très heureux de venir vous rencontrer à votre convenance. Merci François, et il est temps de nous taire et de laisser la parole à Laurent, qui nous a rejoint il y a quelques temps, mais Laurent et moi on se connaît depuis 15 ans, à l'époque où il était au moins, dit-il, son micro est coupé. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu des relations très fortes, avec beaucoup de partage intellectuel. Je le trouve passionnant et quand j'ai décidé de lancer Altiplano, je l'ai tout de suite contacté en disant Laurent, c'est toi qu'il nous faut sur la plateforme. Je crois beaucoup en la qualité de ton travail. Hein. Je crois beaucoup en la profondeur de ton travail, en ta capacité de modélisation et de projection. Altiplano, c'est bien sûr l'Altiplano dans les Andes. Donc c'est Alti, c'est la hauteur. Plano, comme c'est plan, on peut regarder loin et on peut encore aller plus haut. Donc, avec des gens comme Laurent, c'est exactement le profil des gens avec qui on peut atteindre ce type d'objectif, d'aller dans l'altiplano et de vous proposer la meilleure expérience possible. Merci, je coupe le micro et je laisse la parole à Laurent. Et surtout, excusez-moi, vous avez un fil de questions, donc vous pouvez animer, nous allons noter toutes vos questions. Et une fois que la présentation de Laurent, qui va durer 35-40 minutes, nous essaierons de répondre, en tout cas Laurent essaiera de répondre à toutes vos questions que nous aurons notées sur le chat. Donc vous pouvez vous lâcher au fil de l'eau et poser vos questions. Et même nous, François et moi, si on a des questions, on les mettra dans le chat pour essayer de vous faire réagir si vous le souhaitez. Bon, je vais un petit peu recommencer, même si je vais un peu résumer le début, pour ne pas empiéter sur vos horaires. Alors déjà, je suis très heureux de participer à cette première Altiplano Open Research. Pour moi, c'est à la fois une reconnaissance de la part de François, mais c'est aussi voilà, c'est compte tenu de nos fortes relations qui existent depuis, comme l'a dit François, depuis pas mal de temps. Alors, vous avez aujourd'hui la conjonction de l'ancien monde et du nouveau monde. En fait, on ne s'est pas du tout concerté sur les tenues vestimentaires. Et donc, François, les deux François sont plutôt en tenue de start-upers. Moi, je suis plutôt en tenue classique, on va dire. Mais le fait est qu'on a besoin véritablement d'être toujours ancré dans l'ancien monde pour progresser, pour se développer dans le nouveau monde. Alors ça, c'est une dimension qui est super importante et que c'est une dimension qui va être importante dans le courant de l'exposé. L'exposé, sachant que cet exposé, je l'avais proposé à François au mois d'octobre. Je lui avais dit, voilà, je perçois aujourd'hui, selon mes modèles et mes indicateurs, un retour de la volatilité. Alors, ce retour de la volatilité, il est en train d'avoir lieu et on va voir pourquoi, justement, on a ce retour de la volatilité qui était inscrit finalement dans la machine économique actuelle. Alors, je vais scinder mon exposé en trois parties, mais c'est surtout la deuxième partie qui va être la plus importante. Parce que la première partie, vous la connaissez déjà. La première partie fait référence à l'état des lieux que vous connaissez certainement. Et la deuxième partie porte ce que j'appelle les désordres. En fait, on a en face de soi une machine économique. Le libéralisme est un système économique extraordinaire puisqu'il n'aime pas les désordres. Et donc, il cherche finalement à corriger les désordres au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Le fait est que quand les désordres deviennent trop importants, pour des raisons que je vais évoquer tout à l'heure, notamment,
eh bien, vous avez une machine économique qui ne peut plus les supporter, qui va chercher à les corriger, ces désordres, et la correction de ces désordres, ce qu'on appelle la crise. Et donc, la crise, c'est véritablement une correction des désordres pour finalement retourner réembrayer sur une nouvelle phase de croissance sur des bases assainies. Donc ça, c'est la deuxième partie qui va essentiellement nous intéresser, et puis ça va donner lieu finalement à la conclusion qui est la troisième partie. Donc l'état des lieux, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on va aller assez rapidement parce que vous le connaissez déjà. Vous avez, du point de vue de la croissance, une très forte croissance depuis le deuxième trimestre dans les pays développés, mais sans rattraper pour autant, et ça c'est important, le déficit d'activité qui a été provoqué par le Covid. Alors je vais juste, pour ça, ici vous avez l'évolution du PIB depuis, on va dire, l'année 2019 sur les différentes économies. Et vous voyez que finalement, en règle générale, vous n'avez pas véritablement une reprise en V, c'est-à-dire finalement vous avez cette reprise qui a été très forte, et puis une reprise qui est en train plutôt sur les derniers trimestres de s'atténuer assez sensiblement pour différentes économies développées. Et la Chine, de ce côté-là, est intéressante du point de vue du profit de la reprise, puisque c'est la Chine qui a connu justement cette première impact de la pandémie, et c'est la Chine qui en est sortie évidemment la première, et la Chine, de ce côté-là, le profil de croissance chinoise est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la Chine? Eh bien, on voit finalement trois phases. La première phase, c'est la phase chute d'activité, donc c'est la phase A, on va dire, chute d'activité suite à la pandémie. La phase B, c'est le rattrapage du niveau d'activité d'avant la pandémie. Et puis la phase C, c'est le rattrapage de la tendance de la croissance d'avant pandémie. Donc c'est le trait rouge que vous avez ici. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le cas chinois, c'est que d'une part, la Chine a bien rattrapé sa tendance d'avant pandémie, mais de manière très récente, et on va voir tout à l'heure pourquoi, en fait, on a de nouveau une activité qui redescend en dessous de sa tendance. Et donc là, ça pose question quand même, ça pose question pour savoir pourquoi la Chine le fait. Est-ce que finalement, ce rattrapage n'a pas été trop vite et dans le désordre et dans des désordres qui doivent être corrigés? Alors, par rapport à la Chine, justement, les pays développés ne sont pas dans la phase C. Pour tous les pays développés, c'est-à-dire tous les pays développés n'ont pas du tout rattrapé leur tendance d'avant-pandémie. Vous avez des pays développés qui sont, on va dire, qui ont dépassé le point B, c'est-à-dire dépassé le point où le moment où on a rattrapé le niveau d'avant-pandémie. C'est le cas notamment pour les États-Unis, c'est le cas pour la Corée. C'est en voie d'être le cas pour la zone euro, même si c'est pas encore le cas. Voilà, donc on n'est pas encore au point B. On n'a pas finalisé cette phase B en zone euro. Et c'est encore moins le cas au Japon, où on a justement cette activité qui s'atténue, qui même décroît et qui reste en dessous de son niveau d'avant-pandémie. Alors, ici, vous avez la décomposition sur les différents pays de la zone euro. Et finalement, le véritable déficit de croissance, c'est l'écart que l'on a aujourd'hui entre le niveau d'activité actuel et le niveau qu'on aurait si on avait poursuivi justement cette tendance de croissance qu'on avait avant la pandémie. Et donc, vous avez ici le véritable déficit d'activité. Donc, le déficit d'activité n'est pas du tout l'écart entre le niveau d'activité actuel et le niveau d'activité avant pandémie, mais c'est bien l'écart, encore une fois, entre le niveau d'activité actuel et le niveau de la tendance qu'on avait avant pandémie. Donc, vous voyez ici les déficits d'activité pour chacune des grandes zones et chacun des grands pays de la zone euro. Et vous voyez qu'on reste quand même avec des déficits d'activité qui sont très, très importants en règle générale et qui sont tous négatifs, y compris maintenant en Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, il faut le retenir, et ça, je pense que c'est un point qui est important et qu'on va voir, qui est intéressant dans le discours qu'on va avoir tout à l'heure. Alors, la deuxième chose, alors je vais passer assez vite sur ça. La deuxième chose, c'est que finalement, vous avez aussi une forte remontée d'une inflation, mais d'une inflation qui a été très particulière. Cette inflation qui a été très particulière, que je qualifie de très particulière,
En fait, c'est une inflation globalement qui est tirée par les prix des matières premières, essentiellement, comme vous pouvez le voir ici au niveau des pays des pays développés. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, elle est très particulière parce que finalement, on a une inflation dans les pays développés qui, à part aux États-Unis, finalement, on reste avec une inflation modérée en zone euro et même une déflation au Japon. Donc, on n'est pas véritablement dans un univers qui est véritablement inflationniste, c'est-à-dire un univers géographique où dans toutes les zones, finalement, on a une hausse assez importante des prix. Alors, la raison, elle est simple. Cette raison, elle provient du fait que les capacités de production restent encore sous-utilisées. Lorsqu'on regarde l'ensemble des capacités de production dans l'ensemble des pays de l'OCDE, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Quand il y a de sous-utilisation, eh bien, il y a nécessairement, il n'y a pas véritablement de pression inflationniste générale. Et puis, on a un taux de sous-utilisation de la population active aussi qui reste au-dessus de son niveau normal. Et donc, finalement, à la fois le facteur de production main-d'œuvre, à la fois le facteur de production capital productif reste sous-utilisé. Et donc, finalement, on devrait être plutôt rassuré sur l'inflation qui est actuelle et qui n'est pas, encore une fois, en l'état actuel des choses, qui n'est pas une véritable inflation, c'est-à-dire alors je vais redéfinir ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est une baisse de la valeur de la monnaie. Donc ça veut dire que c'est une hausse de la valeur monétaire de toute chose, tous biens et services, mais aussi de la main-d'œuvre. Et donc on n'est pas véritablement dans cette baisse de la valeur monétaire de la monnaie. Alors ça, c'est le constat actuel. Maintenant, par rapport à ce constat actuel, il y a, moi, ce que je nomme les désordres. Les désordres qui sont les éléments véritablement perturbateurs du développement économique et qui sont générés finalement par le système économique. Et on va voir justement quels sont ces désordres-là. Alors, ces désordres, ils sont, avant de définir ces désordres-là, je vais faire un retour sur ce qu'est l'économie. Ça me semble super important parce que dans le livre justement que je viens de faire paraître, avant d'écrire ce livre, moi-même j'avais une définition, je pouvais dire assez fausse finalement, de ce qu'est le mot économie. Le mot économie est un mot assez fantastique. Il a une étymologie grecque qui est très parlante. Il vient du mot grec oikonomia, et ce mot grec, c'est la conjonction de deux mots grecs. À la fois le mot oikos, qui signifie la maison en tant qu'unité, donc la maisonnée, on va dire, et nomos, qui a deux sens, celui de gérer, d'administrer et de partager, mais aussi celui d'ordre, de loi et de normes. Alors, si on bout à bout ces deux mots qui forment le mot économie, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'économie consiste en la gestion et l'administration de la maisonnée, au sens de la communauté, dans un ordre qui est défini par des règles bien précises. Donc, il y a une notion d'ordre dans l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on gère, qu'est-ce qu'on administre au sein de la communauté? En fait, on gère, on administre deux choses. La première, ce sont les ressources productives rares, nécessairement, de la communauté, donc de la maisonnée. Alors, ces ressources productives, elles sont de trois ordres, hein, c'est la terre, la main-d'œuvre et le capital physique productif. Mais on les gère de façon à produire le bien-être matériel maximal pour la communauté. Ça, c'est l'objectif de l'économie. Et puis, on gère et on administre autre chose. On est bien obligé de distribuer finalement ce bien-être matériel qui est produit entre les membres de la communauté. Et donc, on le distribue selon des règles bien précises qui définissent l'ordre aussi au sein de la communauté. Voilà ce qu'est l'économie. Alors, dans nos systèmes économiques, que je qualifie finalement dans le livre de systèmes entrepreneuriaux et libéraux, eh bien, il y a deux choses. Finalement, cette délégation, enfin, cette gestion optimale et cette administration de la communauté, en fait, elle est déléguée d'une part à l'entreprise, qui est là justement pour optimiser l'utilisation des ressources et qui est aidée par le libéralisme, la liberté de marché des prix.
mais aussi elle est déléguée à ce qu'on appelle la main invisible. C'est-à-dire que c'est la main invisible qui finit par répartir la richesse produite de manière équitable. Et c'est ça le libéralisme. Et là, j'insiste dessus parce que c'est une dimension du libéralisme qui est mal connue. On dit souvent que le libéralisme, il est là pour assurer finalement le prix le plus bas aux consommateurs de tout biens et services. En fait, si vous avez un prix bas mais que vous ne pouvez pas profiter du bien ou du service en question, c'est même pas la peine de parler de libéralisme. En fait, il est essentiel de savoir comment cette production de bien-être matériel est répartie, et cette répartition, elle obéit à une règle et une vertu du libéralisme qui est l'équité. C'est-à-dire que si vous contribuez à hauteur de 100 dans le bien-être matériel de la communauté, vous avez 100. Si vous contribuez à hauteur de 10, vous avez 10. Si vous contribuez à hauteur de 0, vous avez 0. Ça, c'est le libéralisme. Et donc, le fait est que, qui veut dire équité, veut dire, comme je viens de le dire aussi, inégalité. Hein. C'est pas l'équité, ce n'est pas l'égalité. Mais en revanche, il y a bien une notion d'équité qui est fondamentale et qu'on va retrouver tout à l'heure, justement, dans le cadre des désordres. Donc, il y a au sein du libéralisme une optimisation et un ordre. Il y a un ordre du capital installé, parce que si vous installez le mauvais capital et finalement vous avez moins de croissance, et c'est là où vous pouvez générer justement de la mauvaise, enfin on va dire de l'inflation, on va la voir tout à l'heure. Et puis il y a un ordre dans la rémunération de chaque type de capital. Alors le capital qui est installé, il y a différentes formes de capital, il y a le capital physique productif, il y a le capital terre aussi, et il y a aussi le capital humain, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Et donc, il y a cette notion d'optimisation et d'ordre, et nos systèmes économiques détestent les désordres. Et donc les crises, c'est véritablement l'expression de la correction des désordres qui devient absolument indispensable parce qu'ils sont devenus trop lourds à supporter pour que le système puisse continuer à se développer. Donc ça, c'est absolument fondamental pour tout ce qui va suivre. Alors justement, les désordres intéressés. On va s'y intéresser tout de suite pour savoir si justement ces désordres deviennent aujourd'hui, sont dans une phase où ils deviennent trop importants pour être supportés par le système. Alors, j'ai commencé par les premiers qui concernent l'économie réelle. J'ai commencé par ça parce que c'est ce qui va vous parler le plus aujourd'hui. En fait, lorsqu'on regarde, par exemple, les indicateurs d'activité, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, eh bien, on a le sentiment que la croissance semble au zénith. C'est-à-dire qu'on a lorsqu'on regarde notamment les indices ISM, on pense véritablement que la croissance va rester sur des taux qui sont très bons, et voire même va connaître des taux meilleurs dans les prochains trimestres. Par rapport à ça, j'aimerais vous alerter sur une chose qui est fondamentale. En fait, lorsque je prends ces indices ISM, les mêmes indices ISM, et que je regarde le sous-indice emploi, le sous-indice emploi, les sous-indices emploi, lorsqu'on les conjugue tous les deux, eh bien, ces sous-indices emploi nous disent que les créations d'emplois dans le secteur privé ne devrait pas dépasser 200 000 pour les prochains mois. Ce n'est pas du tout en rapport avec le taux de croissance que l'on a aujourd'hui qui est affiché par les indices globaux ISM, d'une part, et puis d'autre part, ce n'est pas du tout en rapport avec les pénuries de main-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Donc, s'il y a 200 000, c'est que concrètement, les entreprises ont d'énormes difficultés à embaucher. Or, s'il y a moins d'emplois que ce que voudraient les entreprises pour assurer l'activité, eh bien, on risque d'avoir des déceptions sur la croissance à cause, justement, d'un manque d'emplois et de cette pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est une expression de ce qu'on a appelé dans les années 70 la stagflation, même si je n'appelle pas encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas véritablement d'inflation généralisée, mais ça, c'est une expression de la stagflation, pénurie de main-d'œuvre, qui bloque finalement la création de richesse par les entreprises et qui bloque la croissance. Alors, cette pénurie de main-d'œuvre va de pair aussi avec une accélération très nette des augmentations de salaire, et qui devrait se poursuivre. Mais le fait est que ces augmentations de salaire, eh bien, elles restent inférieures à l'inflation. Donc, vous avez à la fois une croissance de l'emploi qui devrait s'afficher comme très modérée,
on va dire, dans les prochains mois par rapport à ce qu'on a connu les mois précédents, plus des pertes de pouvoir d'achat, même si les salaires vont continuer à accélérer, des pertes de pouvoir d'achat d'origine salariale, globalement, on a des gains de pouvoir d'achat d'origine salariale qui vont être plutôt faibles. Et donc ça, c'est véritablement aussi l'expression de la stagflation. Et donc là, j'aimerais insister encore une fois dessus, c'est qu'on risque d'avoir des déceptions sur la croissance par rapport à tout ce qui nous est annoncé par les indices d'activité à cause justement de cette pénurie d'emploi à laquelle doivent faire face aujourd'hui les entreprises américaines. Alors l'autre point, donc ça c'est les désordres dans l'économie réelle. L'autre point, ce sont les désordres qui sont créés par les bulles. Alors les bulles, c'est très important dans le cadre actuel parce que en fait vous avez une consommation des ménages qui, contrairement à ce qu'on avait, on va dire avant la décennie à la fin de la décennie 90, est très dépendante de la richesse des ménages. C'est-à-dire que si vous avez une richesse des ménages qui augmente beaucoup, eh bien vous avez une consommation qui augmente beaucoup. Et donc, et inversement, si la richesse des ménages ralentit et voire se dévalorise, eh bien, vous avez une consommation des ménages qui ralentit et qui se contracte. Ce qui n'était pas du tout le cas, hein, cette corrélation-là, elle est beaucoup plus forte, nettement plus forte depuis la fin de la décennie 90. Or, ça, c'est quelque chose qui apparaît aussi, enfin, qui résulte notamment d'un extrait du livre, hein, mais c'est très important pour comprendre ce qui se passe. En fait, dans le livre, donc je rappelle le livre, hein, c'est Monnaie capitale et nouveau patrimonial. Alors pourquoi ce titre? C'est parce que on est tombé, notamment, depuis la fin de la décennie 90, donc là je l'ai écrit hein, depuis 97-98, on est tombé dans un régime patrimonial, comme je viens de le dire. Ce régime, je le qualifie de non classique. Par opposition au régime classique que l'on avait auparavant et qui est un régime pas patrimonial véritablement, qui est plutôt un régime de rendement. Vous voyez la différence, hein. On a d'une part le patrimoine et la valorisation patrimoniale qui détermine finalement la dynamique de la sphère économique et financière, et dans le régime non classique, c'est plutôt le cycle de rendement, c'est plutôt l'évolution des taux d'intérêt qui finalement caractérisait la dynamique de la sphère économique et financière. Et ce cycle de taux d'intérêt est essentiellement véritablement caractérisé par la politique monétaire qui était menée, qui était une politique monétaire de taux directeur. Donc, ces deux régimes, ils sont foncièrement différents. En fait, le régime classique est un régime qui est puissamment inflationniste. Le régime non classique est un régime qui est puissamment déflationniste. L'intensité des crises, elle est, on va dire, dans chacun des régimes, elle est proportionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, au désordre, à l'accumulation des désordres capitalistiques. Mais ces désordres capitalistiques finalement, ont des indicateurs, enfin, n'ont pas véritablement le même thermomètre, on va dire. Dans le régime classique, c'est l'inflation, et dans le régime non classique, c'est le prix des actifs. Et donc, le déclenchement de la crise, là aussi, est différent, puisque dans le régime classique, c'est la montée des taux, et dans le régime non classique, c'est l'éclatement de la bulle. Donc, vous voyez que ce sont deux régimes très différents, et qu'aujourd'hui, on est dans le régime non classique, et on a basculé du régime classique au régime non classique depuis la fin de la décennie 90. Alors, une expression simple hein, de ce cycle financier, on va dire, donc ce cycle patrimonial, c'est, vous connaissez probablement ce graphique, c'est la valorisation, enfin c'est un des moyens de connaître finalement la survalorisation des marchés actions, donc c'est le PER de Shiller, c'est le cours qui est rapporté à la moyenne des bénéfices déflatés sur les 10 dernières années, et vous voyez deux choses en fait sur ce graphique, deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est que on est dans un cycle financier qui a commencé à peu près en 2010. Vous voyez, c'est le point bas qu'on a
suivant ce ratio qu'on avait atteint en 2010 suite à la crise des subprimes. Et donc, on reste dans ce cycle financier qui maintenant a à peu près 11 ans. Alors ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est à des niveaux de survalorisation qui sont exceptionnellement élevés. Et la dernière fois, enfin la seule fois où on avait atteint ces niveaux de survalorisation, c'était c'était pendant la bulle Internet, donc en 99-2000. Donc, il y a bien, aujourd'hui, on est bien dans un cycle financier qui est aujourd'hui à 11 ans et qui montre des niveaux de survalorisation extrêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce cycle financier, donc sur les marchés financiers, maintenant, il a été, on va dire, dupliqué. Ces excès sont en train d'être dupliqués sur le marché de l'immobilier américain. Donc, on peut voir différentes choses, mais finalement, on rapporte le prix de l'immobilier à différentes choses, et notamment, moi, ce que je considère comme le plus important, c'est le salaire hebdomadaire. Eh bien, vous avez des niveaux qu'on n'avait pas connus avant, finalement, la crise des subprimes, c'est-à-dire des niveaux qu'on avait en 2006 à peu près. Alors, quand on voit ça, il y a deux choses aussi qui sont intéressantes. C'est non seulement les niveaux, comme je viens de le dire, mais aussi la dynamique. Vous voyez la dynamique que l'on a aujourd'hui sur justement ce type de graphique. Eh bien, vous voyez par exemple que ce soit sur les trois courbes, vous voyez cette pente qui est assez vertigineuse et qui sont très caractéristiques du dynamique de bulle. Et les bulles, notamment sur le marché de l'immobilier, ça ne peut pas bien se finir. Donc ça, c'est là aussi, c'est l'expression des bulles qui sont en train de créer, de provoquer des désordres. Alors des désordres qui sont assez importants pour la communauté, on va dire, et notamment la communauté américaine, puisqu'on là il s'agit des États-Unis. On peut reproduire ça sur différentes nations, parce que ici vous avez deux graphiques très intéressants. Le premier, ce sont les indices, on va dire, d'activité. D'une part, les indices ISM que vous avez ici, donc à la fois le non manufacturier et le manufacturier, qui sont plutôt encore bien orientés, voire de mieux en mieux orientés en ce qui concerne le secteur non manufacturier. Et puis là, c'est l'indice NFIB, c'est-à-dire l'indice des petites et moyennes entreprises. Donc là, on a bien l'opposition, parce que les indices ISM sont vraiment caractéristiques de ce qui se passe au sein des grandes entreprises. Vous avez bien l'opposition entre Main Street et Wall Street. Au niveau des entreprises, c'est-à-dire à la fois au niveau des entre les grandes entreprises et les vraiment petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Et puis, vous avez aussi cette opposition-là entre Wall Street et Main Street en ce qui concerne la confiance des ménages. Donc ici, c'est le graphique ici que vous avez à droite. Ici, vous avez la confiance des ménages américains. Et donc, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que vous avez un niveau de confiance qui est plus bas, sensiblement plus bas que le plus bas qu'on avait atteint suite à la pandémie, donc que vous avez ici, et puis un niveau de confiance qui ne cesse de se dégrader. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, évidemment. Il y a d'une part ce qui se passe sur l'énergie, et qui est très importante évidemment pour les ménages américains. Il y a aussi ce qui se passe sur l'immobilier et qui met à l'écart de l'accession à la propriété une part de plus en plus importante des ménages américains. Et puis, donc, il y a ces désordres qui sont créés par les bulles et qui font que finalement le bien-être, puisque c'est ça la confiance, c'est qu'il n'y a pas cette conséquence sur le bien-être, conséquence positive des bulles sur le bien-être des ménages américains, il y a même une conséquence négative. Et c'est cela qui est finalement, c'est ce type de graphique qui est finalement, qui doit nous alerter sur le fait qu'il y a quelque chose, des désordres fondamentaux qui deviennent aujourd'hui lourds à supporter pour l'économie américaine. Alors, il y a ces désordres-là, encore une fois, ça fait partie du nouveau régime que j'ai qualifié de non classique, nouveau dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu jusqu'à 97-98.
Et ce qu'il y a encore plus inquiétant, c'est que finalement, les banques centrales, et là on va revenir dessus en ce qui concerne l'inflation aussi, mais déjà, les banques centrales, et notamment la Réserve fédérale, est en train d'alimenter le système en provoquant davantage de désordre, puisque finalement, la politique monétaire qu'elle mène, et notamment la politique monétaire quantitative, qui est menée, donc la politique monétaire quantitative, ce sont des achats auprès des banques directement, eh bien, les banques choisissent, vous le voyez ici, d'utiliser le cash qu'elles ont par le biais de la politique monétaire quantitative. Elles choisissent pour acheter des titres et plutôt que pour faire des crédits. Et donc, on achète des titres, les banques achètent des titres, et donc ces titres-là, qui sont achetés, eh bien, finalement, alimentent davantage la bulle et créent davantage de désordre au sein de la communauté américaine. Donc, la banque et les banques centrales aujourd'hui et des pays développés, notamment la Réserve fédérale, alimentent en monnaie nocive, c'est-à-dire c'est la monnaie que je nomme une monnaie patrimoniale, par opposition à la monnaie transactionnelle, alimentent en monnaie nocive pour le système, toujours plus, et donc crée finalement une accentuation des désordres économiques. Alors, justement, parlons des politiques monétaires, et donc là, je t'ai parlé des politiques monétaires d'un point de vue non classique, on va dire, par le biais justement de cette monnaie patrimoniale qui est en train d'être injectée par les politiques monétaires actuelles des pays développés. Mais il y a aussi un autre sujet aujourd'hui pour les banques centrales qu'elles connaissent mieux, parce que la monnaie patrimoniale, on va dire, c'est pas une monnaie qui est aujourd'hui reconnue comme nocive par les banques centrales. Ce qui est nocif pour elles, c'est l'inflation. Et là, ça va davantage leur parler ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'ai dit encore une fois qu'il n'y avait pas véritablement d'inflation, qu'on était dans un régime non inflationniste, mais il se passe quelque chose du point de vue de l'inflation qui doit nous alerter. Alors l'inflation, encore une fois, c'est une hausse générale des prix dans la sphère réelle, prix des biens et services. Ici, vous avez, aux États-Unis, vous avez donc l'inflation, d'une part, les prix à la consommation, et vous avez l'inflation médiane, c'est-à-dire qu'en fait, pour savoir s'il y a une hausse générale des prix, vous prenez le bien et service, le bien ou service du panier médian du consommateur, où 50% des composantes du panier du consommateur, 50% des composantes du panier consommateur ont une hausse supérieure à ce bien et service médian, et 50% du panier de consommation, 50% des composants du panier de consommation ont une hausse inférieure à ce bien ou service médian. Et en fait, cet indicateur-là est significatif de ce qui se passe d'un point de vue de hausse générale des prix. Alors vous voyez la différence entre la période actuelle où vous avez cet écart très fort entre le niveau d'inflation et le niveau d'inflation médiane, et puis ce qui s'était passé dans les années 80-90, et qu'on va dire encore une fois jusqu'en 97, où vous avez le niveau d'inflation qui était très comparable finalement à cette inflation médiane, ce qui n'est plus du tout le cas par ailleurs après. Donc on est bien dans ce régime qui n'est plus classique, où l'indice d'inflation n'est pas véritablement, enfin la hausse des prix, la consommation n'est pas véritablement significative de l'inflation, mais si on regarde aujourd'hui l'inflation médiane, vous avez une inflation médiane qui ne cesse de s'accentuer et qui dépasse aujourd'hui les 3%, qui est le niveau cible de la Réserve fédérale. Alors, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est une accentuation de cette inflation médiane. En fait, ce ne serait pas étonnant, compte tenu des pressions que l'on a aujourd'hui, à la fois pression sur des pans de l'économie, des pans entiers de l'économie, qui sont dus notamment à la désorganisation de la machine économique. Encore une fois, on est dans les désordres suite à la pandémie, qui sont dus aussi à ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur les salaires qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, cette inflation médiane va continuer à augmenter. Et il ne serait pas étonnant qu'on ait une inflation médiane dans les prochains mois à 4%. 4%, c'est un niveau qu'on n'a jamais connu depuis le début de la décennie 90, et l'inflation cible pour la Réserve fédérale, c'est 3%. Concrètement, on est dans
contexte de diffusion des pressions inflationnistes. Pardon. On est dans un contexte de diffusion des pressions inflationnistes. Alors, c'est ça qui est intéressant, hein, parce que, encore une fois, on est dans ce contexte-là. Il y a une véritable problématique pour la Réserve fédérale. Et ce qui, finalement, va déclencher, et est en train de déclencher un revirement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, mais qui est aujourd'hui en retard par rapport à ce qu'elle devrait faire. Normalement, il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison pour avoir une politique monétaire quantitative aujourd'hui. La politique monétaire quantitative n'a pas lieu d'être aujourd'hui, encore une fois, parce qu'elle alimente les bulles et donc les désordres, et qu'en plus, il y a une partie de cette monnaie qui va nécessairement aller dans l'économie réelle, une économie réelle qui a du mal déjà avec le flux de monnaie qui circule dans l'économie réelle et qui fait l'inflation. Et donc au total, on est face à une politique monétaire en retard, et du point de vue de la politique monétaire quantitative, mais aussi en retard du point de vue de la dynamique des taux d'intérêt, parce que logiquement, la Réserve fédérale devrait remonter nécessairement ces taux d'intérêt qui sont trop bas. Et donc, on est face à cela aux États-Unis de manière très forte, à cause notamment d'une politique monétaire qui a été très agressive, mais aussi d'une politique budgétaire qui a été très agressive aussi. Et donc, il se pose, et il va se poser des questions de plus en plus fondamentales pour les marchés financiers. Et ces questions fondamentales, moi j'aimerais vous alerter sur une chose, c'est finalement, est-ce qu'on est dans une dynamique qui va générer de l'inflation de manière permanente, et on va basculer, parce qu'il est tout à fait possible, on a basculé du régime classique au non classique, mais il est tout à fait possible aussi aujourd'hui de basculer du régime non classique au régime classique. Et donc c'est ça qui est en train de se poser comme dilemme pour la Réserve fédérale et pour l'ensemble des marchés financiers notamment. Et là, il y a un indicateur, moi, que je regarde plus précisément notamment, c'est l'évolution des prêts des banques. Comme j'ai dit tout à l'heure, les prêts des banques finalement augmentent plutôt faiblement, de manière assez modérée. Si les crédits accélèrent assez nettement, c'est-à-dire que si on a de la création monétaire par les crédits davantage que par la politique monétaire quantitative, on pourra se dire que véritablement la Réserve fédérale a été très en retard, et donc qu'on rentre dans quelque chose d'inflationniste et d'inflationniste de manière durable, et ça va poser de plus en plus de questions finalement aux marchés financiers. Alors, donc voilà, ça c'est ce que l'on voit, maintenant aujourd'hui. Il y a, à part les désordres internes américains, et là je m'intéresse aussi davantage aux États-Unis, il y a les désordres extérieurs, enfin les désordres qui se manifestent par des déséquilibres extérieurs, et notamment à cause de l'opposition que je qualifie du sage modèle chinois. Alors la Chine, justement, comme vous le savez, on est dans une guerre économique à beaucoup de niveaux entre les États-Unis et la Chine, et notamment on est dans une opposition de modèles économiques. La Chine a fait le choix inverse des économies développées. En fait, ils choisissent, donc certes, ils ont rattrapé leur tendance d'avant Covid, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ils ont choisi, depuis maintenant quelques trimestres, ils ont choisi de s'attaquer aux bulles, parce que ces bulles sont très inéquitables, encore une fois, elles favorisent ceux qui ont un patrimoine et défavorisent ceux qui n'en ont pas, concrètement. Donc la Chine a choisi de s'attaquer aux bulles, et a choisi aussi quelque chose qui est assez fondamental, et qui est la défense de leur patrimoine non matériel, c'est-à-dire en fait la défense de leurs valeurs. En fait, la stabilité économique, c'est la stabilité de la communauté. La stabilité de la communauté, de manière générale, c'est la stabilité du patrimoine matériel, donc la stabilité du capital, donc qui répond finalement au bien-être matériel de la communauté, mais c'est aussi la stabilité du patrimoine non matériel, c'est-à-dire ce que j'appelle le capital non matériel, c'est-à-dire des valeurs
qui sont partagés par une même communauté, donc notamment un même pays, une même nation. Et la Chine a choisi d'affirmer ses valeurs et finalement de les imposer de les imposer en recadrant le libéralisme, parce que c'est bien du libéralisme qu'il y a, même si ce n'est pas dans une démocratie, en recadrant le libéralisme dans un référentiel qui fasse référence à ses valeurs. C'est ça le modèle chinois. Et de ce côté-là, je ne peux dire qu'en tant qu'économiste, même si politiquement, évidemment, il y a tout un tas de choses à dire sur la Chine, que la Chine, de mon point de vue, a fortement raison. Donc, la Chine a fait le choix d'une croissance bien plus faible aujourd'hui, mais d'une croissance bien plus solide pour les années qui viennent. Et donc, c'est ça le sujet, et c'est inquiétant pour notre monde à nous, qui s'oppose au modèle, notamment au monde chinois et au modèle économique chinois, et notamment pour les États-Unis. Parce que lorsque la Chine fait ce choix-là, donc automatiquement, vous avez une croissance qui est bien plus faible en Chine, en contrepartie d'une meilleure qualité à terme. Mais ce ralentissement a des impacts sur le commerce mondial et sur le commerce extérieur chinois. Donc, vous avez des importations chinoises qui ont fortement baissé, et en même temps, ces importations chinoises ont un impact sur les différentes économies asiatiques que vous voyez ici, mais elles ont aussi un impact sur le déséquilibre extérieur américain. Alors, ce déséquilibre extérieur américain, il est amplifié par une politique économique qui est inadaptée, c'est-à-dire que vous avez à la fois une relance budgétaire très forte et donc un dollar qui se raffermit, alors que concrètement, le dollar est fondamentalement baissier. Vous avez en plus une inflation interne qui est générée aux États-Unis qui est bien supérieure à ce que l'on a dans les différents pays, les autres pays développés en règle générale. Et donc, vous avez le cumul de tout ça qui fait que lorsque l'on regarde la balance extérieure des biens et services aux États-Unis, déjà, il y a deux choses. Déjà, on a atteint des seuils qui doivent nous alerter. Et surtout, la dynamique est tout aussi importante, c'est-à-dire que la dynamique est tellement forte qu'on comprend très bien que le système, encore une fois, c'est la machine économique aura du mal à supporter cette dynamique-là. Et donc, vous avez ici l'expression de désordre importants internes aux États-Unis qui vont avoir nécessairement un impact sur l'économie américaine dans les prochains trimestres. Voilà pour le deuxième point, ces désordres essentiels qui sont trop lourds à supporter et donc d'où finalement la conclusion qui est justement ce retour à la volatilité. Le retour à la volatilité parce que on est encore une fois, on a la conjonction, si vous voulez, des deux mondes aujourd'hui et des deux régimes, et on a la conjonction des désordres des deux régimes, puisqu'on est peut-être en train de passer du régime non classique au régime classique, et aujourd'hui on cumule finalement les désordres qui sont typiques de ces deux régimes, à la fois du côté du régime non classique, le prix des actifs, donc ces bulles qui ont des désordres importants, économiques importants au sein de la communauté, et finalement cette distinction qui crée de l'inéquité très forte et qui crée davantage de scission, on va dire, entre ceux qui peuvent en profiter et ceux qui ne peuvent pas profiter de ces bulles, et puis, et de manière inéquitable, et ça c'est pas du tout le libéralisme, encore une fois, et en plus on a ces désordres qui viennent d'une machine économique désorganisée, et qui doit faire face finalement à un afflux de monnaie trop important aujourd'hui, compte tenu de la désorganisation de la machine, et qui est en train justement de créer cette inflation. Donc, ce qui risque de se passer, c'est une montée des taux, parce que si on bascule justement dans ce régime classique, eh bien, il y aura une montée des taux, nécessairement. Mais cette montée des taux sera nécessairement aussi significative de l'éclatement des bulles. Donc c'est ça que vous avez aujourd'hui, c'est véritablement l'association des deux du point de vue des indicateurs des désordres capitalistiques actuels, et puis en même temps, du point de vue du déclenchement de la crise, l'association de la montée des taux et de l'éclatement de la bulle.
Voilà. Donc, voilà, j'en ai fini. Vous avez ici, donc, en synthèse, hein, ce que je viens de vous dire. Donc, j'insiste sur cette euphorie qui, pour moi, est en train de toucher à sa fin. Elle est, alors, avant, il peut y avoir, encore une fois, c'est pas écarté, mais c'est pas c'est pas la façon, on va dire, dont les modèles nous disent, enfin les modèles, ils sont encore une fois, ils sont assis, hein, ils sont fondés sur quelque chose de bien structuré et de structurel. Donc en fait aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Cette croisée des chemins va poser davantage de questions et de questionnements aux marchés financiers. Ces marchés financiers vont y réagir et sont en train d'y réagir d'ailleurs par une volatilité plus forte. Ils vont être tiraillés entre les indicateurs d'activité qui restent toujours très bons et justement cette perception des désordres qui va être de plus en plus importante. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez avoir finalement de la volatilité. Une volatilité qui serait plutôt annonciatrice de quelque chose de beaucoup plus important qui pourrait se passer par la suite. Donc attention à deux choses qui pourraient précipiter le mouvement, hein. C'est toute déception sur la croissance, justement, et puis l'indicateur aussi sur les crédits que je vous ai cités notamment tout à l'heure. Voilà, maintenant je suis ouvert à toutes les questions qui se posent et que François est en train de répertorier peut-être. Alors, une des questions que je me pose pour ouvrir le débat, en fait, elle est double. La première partie de la question est de savoir si les banques centrales aujourd'hui ont encore une capacité de maîtrise de l'inflation, puisqu'on sait très bien que la masse monétaire, elle est plutôt calculée sur la base des volumes de crédit plutôt que sur des injections monétaires. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, qui est un corollaire, on est dans un environnement où les déficits publics sont extrêmement élevés, que les émissions de dette publique vont continuer dans les trimestres à venir de manière massive. Et la question est, est-ce qu'on rentre dans un cycle potentiellement de répression financière, où finalement les banques centrales perdent le contrôle des taux d'intérêt et finalement où les États peuvent demander à des institutions de maintenir des taux de crédit à des niveaux bas, quitte à diminuer leur marge. Donc en fait, de souffrir et de prendre la peine au sens voilà, sur leur bilan et sur leur marge pour favoriser un certain nombre de transitions vers cette phase. Et j'ai un troisième corollaire, c'est la transition énergétique, puisqu'en fait, dans l'inflation, il y a plusieurs facteurs. On parle beaucoup des bottlenecks. Pour moi, la vraie notion d'inflation, elle est liée à la masse monétaire. C'est pas compliqué. La base de la base, c'est la masse monétaire. Mais il y a aussi les bottlenecks qui ont vocation à s'adoudre. Et la troisième, c'est cette transition énergétique qui, naturellement, pour plein de facteurs qu'on peut imaginer, est plutôt inflationniste que déflationniste. Donc, comment une banque centrale confrontée à tout ça, puisqu'elle n'a pas de maîtrise sur la transition énergétique, elle n'a pas de maîtrise sur les chaînes de valeur industrielles, elle n'a pas de maîtrise sur les décisions politiques des États, comment une banque centrale peut finalement avoir le contrôle de l'inflation? Très bonne question. Plusieurs questions d'ailleurs. Hein. Désolé. Et j'ai une suivante, puisqu'on a... Vas-y. Non, elle n'est pas de moi, donc je te laisse répondre. Hein. Et je mets un petit point à une personne qui vient de poser une question. Voilà. Ok. Alors, dans tes questions, il y a plusieurs questions. Alors, mais il y a déjà une perception qui est finalement la Banque centrale a perdu sa toute-puissance. Si je décrypte finalement ce que tu dis. Puisqu'elle peut même plus finalement, comment fait-elle aujourd'hui pour gouverner ou diriger Elle n'a pas réussi à créer de l'inflation pendant 10 ans, pourquoi voilà. Elle aurait la capacité à la contrôler aujourd'hui? Voilà. Donc, donc c'est cette perception-là, comme quoi les banques centrales ont perdu leur toute-puissance. Ce qui est une réalité. Elles ont perdu leur puissance. Elles ont perdu leur puissance puisqu'elles n'ont pas elles ne peuvent plus créer de l'inflation, elles n'ont pas pu créer de l'inflation pendant on va dire, ces 2 dernières décennies. Et que finalement, il y a une partie de la création monétaire du mécanisme de création monétaire qui leur échappe. Et que, comme tu dis, l'inflation, c'est un phénomène monétaire.
Donc, c'est une baisse de la valeur de la monnaie, encore une fois. L'inflation, elle n'est pas mieux résumée que par l'équation monétaire quantitative MV égale PY. Donc, si on a une hausse importante de M, eh bien, Y ne suit pas, c'est-à-dire finalement la création de richesse ne suit pas. Et c'est P qui augmente, et c'est P, le P en question, c'est une hausse générale des prix des biens et services, mais aussi des salaires, c'est-à-dire de tout ce qui concerne la sphère réelle productive. Alors, comment se fait-il? Donc déjà, les banques centrales ont perdu cette capacité à imposer leur niveau d'inflation pendant ces 2 dernières décennies. Ça, c'est un fait et c'est une réalité. Alors, c'est une réalité parce que justement, on est dans ce régime non classique et vous découvrirez, pour ceux qui liront le bouquin, hein, vous découvrirez finalement comment finalement ce régime non classique crée cette monnaie patrimoniale qui échappe finalement elle crée cette monnaie patrimoniale à partir de la monnaie de transaction et qui échappe finalement aux banques centrales. Et c'est ça le sujet, et c'est l'un des sujets majeurs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les banques centrales n'ont pas pu créer l'inflation qu'elles désiraient. Alors, pour ce qui concerne justement l'état actuel des choses, il y a, je vais revenir sur un point fondamental, c'est les raisons pour lesquelles la Banque centrale ne peut pas se permettre de l'inflation. C'est pas quelque chose qui, on dit souvent, voilà, l'inflation, ça va nous permettre de résorber les dettes et de finalement aussi de faire face aux dettes, notamment aux dettes publiques. Mais il faut bien voir le dilemme que l'on a. Si on crée de l'inflation, et plus on créera de l'inflation, moins il y aura de création de richesse. Parce que l'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui finalement a la charge de la création de richesse optimale. C'est elle qui a la charge de l'optimisation des ressources de la communauté. Donc elle va utiliser d'abord les ressources les moins rares et évidemment moins les ressources les plus rares. Pour pour que ces actes soient optimaux, elle se base sur des prix, ce qu'on appelle les prix relatifs. Ces prix relatifs, globalement, s'il n'y a pas d'inflation, les prix relatifs reflètent bien finalement la rareté relative de chacune des ressources. Maintenant, quand il y a de l'inflation, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ben, vous avez par moment, alors si c'est l'inflation de 5%, vous avez par moment les prix en amont qui augmentent de 5%, puis par moment, ce sont les prix en aval qui vont rattraper, qui vont augmenter de 5%. Et la même chose pour les salaires, et la même chose pour les salaires par rapport au prix des biens et services. Et donc finalement, vous n'avez plus cette inflation, plus elle est élevée, et plus elle va brouiller la lecture de la rareté relative des ressources à partir des prix relatifs. Et là, l'entreprise, elle ne peut plus faire. Et donc, systématiquement, et c'est ce qu'on a connu dans les années 70, et c'est la raison pour laquelle, finalement, on ne veut pas d'inflation, c'est que c'est un environnement stable des prix favorise, enfin, quand je dis favorise, c'est optimise la création de richesse. En revanche, plus il y a de l'inflation, et plus la création de richesse est faible. Donc, le dilemme aujourd'hui, c'est, certains se disent à tort, l'inflation, c'est finalement une voie de sortie. Non, ce n'est pas une voie de sortie. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. Et que finalement, si on laisse faire, comme dans les années 70, puisque c'était ça aussi ta question, c'est-à-dire on peut laisser les taux d'intérêt finalement insuffisamment monter par rapport au rythme d'inflation, eh bien, si on laisse, alors dans les années 70, c'était exactement la même chose, on avait des taux réels négatifs tout le temps. Et on s'est aperçu brutalement que ces taux réels négatifs étaient néfastes et que finalement, il a suffi que Volcker arrive pour dire « moi, je ne veux plus d'inflation, c'est ça qui va créer de la richesse pour la communauté ». Et donc, c'est ce qu'il a fait et ça, on est passé par une grosse crise. Il a été la case de très forte remontée des taux réels, inévitablement, pour casser justement cette spirale inflationniste. Parce qu'il faut bien savoir aussi que quand vous générez finalement de l'inflation, et quand on est dans un régime classique, finalement l'inflation n'est jamais stable. Si vous ne faites pas face à l'inflation tout de suite, c'est une spirale inflationniste qui s'engendre. Donc vous avez 2, puis 4, puis 6, puis 8. Donc c'est ça le sujet. Et donc automatiquement,
on peut pas, enfin, les banques centrales, c'est là où elles vont réagir, ne peuvent pas aujourd'hui laisser faire une montée de l'inflation. Et c'est là où finalement on sent qu'on arrive au bout d'une logique de la politique monétaire actuelle. On pensait que les politiques monétaires actuelles, et notamment les politiques monétaires quantitatives, étaient la panacée. Troisième corollaire, c'est la transition énergétique, puisqu'en fait, dans l'inflation, il y a plusieurs facteurs. On parle beaucoup des bottlenecks. Pour moi, la vraie notion d'inflation, elle est liée à la masse monétaire. C'est pas compliqué. La base de la base, c'est la masse monétaire. Mais il y a aussi les bottlenecks qui ont vocation à se résoudre. Et la troisième, c'est cette transition énergétique qui, naturellement, pour plein de facteurs qu'on peut imaginer, est plutôt inflationniste que déflationniste. Donc, comment une banque centrale confrontée à tout ça, puisqu'elle n'a pas de maîtrise sur la transition énergétique, elle n'a pas de maîtrise sur les chaînes de valeur industrielles, elle n'a pas de maîtrise sur les décisions politiques des États, comment une banque centrale peut finalement avoir le contrôle de l'inflation? Très bonne question. Plusieurs questions d'ailleurs. Hein. Soit. Désolé. Et j'ai une suivante puisque on a... Vas-y. Non, elle n'est pas de moi, donc je te laisse répondre. Hein, et je mets un petit point à une personne qui vient de poser une question. Voilà. Ok. Alors, dans tes questions, il y a plusieurs questions. Alors, mais il y a déjà une perception qui est finalement la Banque centrale a perdu sa toute-puissance. Si je décrypte finalement ce que tu dis. Puisqu'elle ne peut même plus finalement, comment fait-elle aujourd'hui pour gouverner ou diriger Elle n'a pas réussi à créer de l'inflation pendant 10 ans, pourquoi voilà. Elle aurait la capacité à la contrôler aujourd'hui? Voilà. Donc, donc c'est cette perception-là, comme quoi les banques centrales ont perdu leur toute-puissance. Ce qui est une réalité. Elles ont perdu leur puissance. Elles ont perdu leur puissance puisqu'elles elles ne peuvent plus créer de l'inflation, elles n'ont pas pu créer de l'inflation pendant on va dire, ces 2 dernières décennies. Et que finalement, il y a une partie de la création monétaire du mécanisme de création monétaire qui leur échappe. Et que, comme tu dis, l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Donc, c'est une baisse de la valeur de la monnaie, encore une fois. L'inflation, elle n'est pas mieux résumée que par l'équation monétaire quantitative MV égale PY. Donc, si on a une hausse importante de M, eh bien, Y ne suit pas, c'est-à-dire finalement la création de richesse ne suit pas, et c'est P qui augmente, et c'est le P en question, c'est une hausse générale des prix des biens et services, mais aussi des salaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sphère réelle productive. Alors, comment se fait-il? Donc déjà, les banques centrales ont perdu cette capacité à imposer leur niveau d'inflation pendant ces 2 dernières décennies. Ça, c'est un fait et c'est une réalité. Alors, c'est une réalité parce que justement, on est dans ce régime non classique et vous découvrirez, pour ceux qui liront le bouquin, hein, vous découvrirez finalement comment finalement ce régime non classique crée cette monnaie patrimoniale qui échappe finalement elle crée cette monnaie patrimoniale à partir de la monnaie de transaction et qui échappe finalement aux banques centrales. Et c'est ça le sujet et c'est l'un des sujets majeurs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les banques centrales n'ont pas pu créer l'inflation qu'elles désiraient. Alors, pour ce qui concerne justement l'état actuel des choses, il y a, je vais revenir sur un point fondamental, c'est les raisons pour lesquelles la Banque centrale ne peut pas se permettre de l'inflation. C'est pas quelque chose qui on dit souvent, voilà, l'inflation, ça va nous permettre de résorber les dettes et de finalement aussi de faire face aux dettes, notamment aux dettes publiques. Mais il faut bien voir le dilemme que l'on a. Si on crée de l'inflation, et plus on créera de l'inflation, moins il y aura de création de richesse. Parce que l'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui finalement a la charge de la création de richesse optimale. C'est elle qui a la charge de l'optimisation des ressources de la communauté. Donc elle va utiliser d'abord les ressources les moins rares et évidemment moins les ressources les plus rares. Pour que ces actes soient optimaux, elle se base sur des prix, ce qu'on appelle les prix relatifs. Ces prix relatifs,
globalement, s'il n'y a pas d'inflation, les prix relatifs reflètent bien finalement la rareté relative de chacune des ressources. Maintenant, c'est quand il y a de l'inflation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ben, vous avez par moment, alors si c'est l'inflation de 5%, vous avez par moment les prix en amont qui augmentent de 5%, puis par moment, ce sont les prix en aval qui vont rattraper, qui vont augmenter de 5%. Et la même chose pour les salaires, et la même chose pour les salaires par rapport au prix des biens et services. Et donc finalement, vous n'avez plus cette inflation, plus elle est élevée, et plus elle va brouiller la lecture de la rareté relative des ressources à partir des prix relatifs. Et là, l'entreprise, elle ne peut plus faire. Et donc, systématiquement, et c'est ce qu'on a connu dans les années 70, et c'est la raison pour laquelle, finalement, on ne veut pas d'inflation, c'est que c'est un environnement stable des prix favorise, enfin, quand je dis favorise, c'est optimise la création de richesse. En revanche, plus il y a de l'inflation, et plus la création de richesse est faible. Donc, le dilemme aujourd'hui, c'est, certains se disent à tort, l'inflation, c'est finalement une voie de sortie. Non, ce n'est pas une voie de sortie. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. Et que finalement, si on laisse faire, comme dans les années 70, puisque c'était ça aussi ta question, c'est-à-dire on peut laisser les taux d'intérêt finalement insuffisamment monter par rapport au rythme d'inflation, eh bien, si on laisse, alors dans les années 70, c'était exactement la même chose, on avait des taux réels négatifs tout le temps. Et on s'est aperçu brutalement que ces taux réels négatifs étaient néfastes et que finalement, il a suffi que Volcker arrive pour dire « moi, je ne veux plus d'inflation, c'est ça qui va créer la richesse pour la communauté ». Et donc, c'est ce qu'il a fait et ça, on est passé par une grosse crise. Il a été la case de très forte remontée des taux réels, inévitablement, pour casser justement cette spirale inflationniste. Parce qu'il faut bien savoir aussi que quand vous générez finalement de l'inflation, et quand on est dans un régime classique, finalement, l'inflation n'est jamais stable. Si vous ne faites pas face à l'inflation tout de suite, c'est une spirale inflationniste qui s'engendre. Donc vous avez 2, puis 4, puis 6, puis 8. Donc c'est ça le sujet. Et donc automatiquement, on ne peut pas, enfin les banques centrales, c'est là où elles vont réagir, ne peuvent pas aujourd'hui laisser faire une montée de l'inflation. Et c'est là où finalement on sent qu'on arrive au bout d'une logique de la politique monétaire actuelle. On pensait que les politiques monétaires actuelles, et notamment les politiques monétaires quantitatives, étaient la panacée pour les économies actuelles, ce qui est complètement faux. Encore une fois, ces politiques n'ont fait que baisser la température du malade, mais sans pour autant guérir le malade. Elles n'ont fait que dissimuler finalement les symptômes de plus en plus importants d'une maladie finalement du système économique qui ne date pas d'hier, puisqu'elle date d'il y a 2 décennies. Donc les banques centrales doivent faire de la pédagogie auprès des décideurs politiques pour leur expliquer qu'un défaut sédimentaire, entre guillemets, une taxe sur l'épargne, n'est pas une bonne chose pour l'économie à moyen terme. Ça. Elles doivent faire de la pédagogie, c'est une chose, mais surtout elles doivent se concerter avec les autorités politiques parce que, tu citais aussi l'exemple de l'environnement qui a des impacts, finalement cette transition vers l'énergie verte a des impacts qui sont très conséquents sur à la fois le système économique du point de vue inflationniste, mais aussi sur la stabilité du système, et sur la stabilité du système économique, sur la stabilité de la communauté. Et donc, il y a nécessairement à avoir une concertation entre les autorités à la fois économiques, les autorités économiques dans la fois les États et les autorités monétaires, pour avoir une politique qui soit à la hauteur des enjeux économiques actuels. Ok. Je propose de passer à la question suivante par Gustavo. Sa question est: l'analyse est très centrée sur les US et la Chine. Quid des autres zones du monde? Le PER de Schiller en Europe ou au Japon est-il aussi élevé? Alors c'est très juste, il n'est pas aussi élevé du tout. Mais on sait très bien que le marché américain est un marché directeur. Voilà. Donc s'il se passe un éclatement de bulle sur les marchés américains, eh bien il y aura un impact sur tous les marchés financiers, et notamment sur nos marchés financiers, même si, encore une fois, on n'est pas du tout à des niveaux de survalorisation aussi extrêmes qu'aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que c'est, voilà, dans une vision globale du monde, et notamment d'une vision globale du monde et du point de vue des risques importants, et quand je dis importants, c'est des risques qui ont une probabilité
absolument pas négligeable de se concrétiser. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse de manière si importante aux États-Unis, enfin aux grands de ce monde, on va dire aux États-Unis et à la Chine, mais sans oublier évidemment la zone euro avec ses qualités et aussi ses défauts. D'accord. Et en fait, la question de Gustavo, c'est sur l'analyse axée sur les US et la Chine et moins sur les autres zones du monde. Donc, je suis en train de lui demander si, au-delà du PER, il souhaite avoir des compléments de réponse sur la partie macro. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la question de Jean-Christophe, le temps que Gustavo nous revienne, et éventuellement on répondra en complément à sa question. Donc, la question de Jean-Christophe, comment voyez-vous l'impact des crypto-monnaies corollaire d'une nouvelle vague massive d'innovation, entre parenthèses, le Web3 basé sur la décentralisation et la souveraineté des communautés, et qui résonne avec votre analyse étymologique inspirante du mot économie? Très bonne question. Alors, crypto-monnaie, on peut les justifier, notamment du point de vue des communautés qui se cristallisent autour de chacune de ces crypto-monnaies. Mais il faut bien voir que, alors, il y a certes une valeur à ces crypto-monnaies. Néanmoins, je pose la question, et je vais être un peu provocateur en disant ça. Je pose la question, quelle est la valeur des crypto-monnaies par rapport à l'or? Alors, justement, dans le livre, en fait, donc le livre que je viens de sortir, il y a un sujet qui est fondamental sur l'or. Une valeur inaliénable de l'or au fil du temps. C'est-à-dire que l'or ne peut pas se dévaloriser. C'est impossible. C'est, on va dire, le métal précieux par excellence qui ne subit aucun dégât avec le temps. D'accord? Que ce soit des dégâts économiques, que ce soit des dégâts du point de vue de l'usure, quasiment rien. Et donc, finalement, l'or a une valeur inaliénable qui traverse le temps. Ce n'est pas le cas des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, finalement, elles dépendent d'un système. Et elles dépendent de nouvelles technologies, elles dépendent véritablement de l'instant T. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'or. Et c'est pour ça que l'or, finalement, pourrait, sa valeur est fondamentalement supérieure à celle des crypto-monnaies. Et donc, je pose la question, finalement, et encore une fois, je vais être un peu provoquant, finalement, les crypto-monnaies, ça sert à quoi? C'est ça le sujet. Est-ce que les crypto-monnaies ne seraient pas, finalement, il y a, encore une fois, dans le régime non classique, il y a cette monnaie patrimoniale qui est générée par le système. Alors, quand je dis ça peut paraître assez vague, assez flou, mais le système, c'est quoi? En fait, le système, c'est l'ensemble du système économique et c'est notamment les entreprises. En fait, vous avez, dans le régime non classique, des entreprises qui, au lieu de produire, produisent de la monnaie. Alors, ces entreprises, c'est notamment celles qui sont dans la high-tech et dans tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, et c'est développé dans le livre, qui finalement captent ce progrès technique et le captent de façon, on va dire, inéquitable, puisqu'il y a toute une partie de ce progrès technique qu'elles ne redistribuent pas. Et qu'elles ne redistribuent pas, et comme elles ne redistribuent pas, elles sont en capacité de créer justement ces monnaies à part. Et c'est ça le sujet pour les banques centrales, c'est que finalement ces monnaies à part qui sont créées par le secteur privé, si justement ces entreprises par le régime non classique arrivent à en créer et donc à les imposer, il y a un sujet de stabilité financière, et notamment pour les banques. C'est la raison pour laquelle les banques centrales vont et sont en train de s'atteler aux crypto-monnaies de façon à les réguler. Alors, j'ai un retour de Gustavo. Donc, la question concerne plus généralement les déséquilibres macro en Europe et au Japon. D'accord. Inflation, solde courant. D'accord, très bien. OK. Alors, sur les déséquilibres, il y a des déséquilibres qui sont importants. En
en zone euro et aussi au Japon. Alors, du point de vue de l'inflation, j'ai passé tout à l'heure, mais il y a là aussi un graphique qui... il y a un sujet d'inflation en zone euro. Alors, il n'y a pas de sujet d'inflation générale, mais il y a un sujet d'inflation entre les différents pays de la zone euro. Donc, l'inflation générale, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas encore, elle est à un niveau modéré, elle n'est pas encore inquiétante. Mais il y a un sujet central en ce qui concerne la zone euro et donc la stabilité de la zone euro, c'est quid de la politique monétaire. Si l'un des pays comme un pays comme l'Allemagne développe davantage d'inflation que dans les autres pays. Et quand je dis davantage, c'est des rythmes d'inflation qui dépasseront les 3%. On sait très bien, là aussi, que l'Allemagne doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui n'est pas encore le cas véritablement des autres pays, même si ça commence un petit peu. Et donc, finalement, on sait très bien que l'Allemagne est en pole position pour développer justement cette spirale inflationniste qui aurait comme origine la désorganisation du système économique actuel et qui se transmettrait par l'intermédiaire des salaires à l'ensemble de l'économie allemande. Et là, c'est un vrai sujet pour la politique monétaire en zone euro. Donc là, je dirais qu'il y a des déséquilibres internes en zone euro qui peuvent poser problème pour la dynamique d'ensemble de la zone euro. Sur les déséquilibres extérieurs, idem. Il y a des pays au sein de la zone euro qui ont des excédents extérieurs très importants, voire trop importants. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Et en revanche, il y a des déséquilibres des pays qui ont des déséquilibres extérieurs trop négatifs. Donc l'Allemagne, c'est trop positif. D'autres qui sont en trop négatif, et c'est notamment le cas de la France. Donc, ces déséquilibres extérieurs posent toujours, sont toujours ici pour nous alerter. Alors, ils ne sont pas, notamment quand les déséquilibres négatifs, ne sont pas à des niveaux encore qui sont susceptibles de nous inquiéter, mais attention quand même à la dynamique. Il y a une dynamique qui serait finalement accentuée par les désordres dans l'économie réelle et la poussée inflationniste à laquelle on assiste aujourd'hui. Voilà. Donc, évidemment, ce ne sont pas les mêmes déséquilibres les mêmes déséquilibres que l'on voit aux États-Unis, mais il y a quand même ces déséquilibres qui nous alertent sur la dynamique actuelle en zone euro, par exemple. Merci Laurent. Une question sur la volatilité. On associe, et c'est assez mécanique, une remontée de la volatilité à des tendances baissières, en tout cas plutôt brutales. Est-ce que nous rentrons dans un cycle de plus de volatilité structurante ou de plus de pics de volatilité où on peut avoir des phases baissières assez massives avec finalement toujours un contexte favorable aux actifs risqués parce que quoi qu'il arrive, les niveaux de rendement sont relativement peu attractifs un peu partout, les taux réels sont négatifs et que finalement, le seul actif ou un des rares actifs qui est encore achetable reste les equity. Donc finalement, est-ce qu'on peut rester dans une phase haussière tendanciellement, mais avec des pics de volatilité plutôt qu'une phase baissière avec un régime de volatilité différent? Alors, pour ce qui serait susceptible, on va dire, de soutenir les marchés actions fondamentalement, il y a deux choses, comme tu l'as dit. Enfin, il y a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les rendements qui sont attractifs au vu des taux d'intérêt. Et puis, il y a toujours cette politique monétaire quantitative où, finalement, pourquoi les marchés actions aussi sont survalorisés, c'est que vous avez en face des banques centrales qui dressent un aléa moral absolument inouï, qui est, voilà, si les marchés actions baisse de 5 à 10%, j'actionne la politique monétaire quantitative de nouveau, et donc finalement, le 5 à 10% il est complètement passager, et finalement, vous pouvez continuer à investir, il n'y a pas grand risque. Alors, sur ces deux choses, eh bien, ce qui peut sonner la fin de la partie, c'est l'inflation. Parce que l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est la montée c'est la montée de la hausse des prix. Cette montée de la hausse des prix,
elle va s'accompagner nécessairement de la montée des taux d'intérêt. Et on n'a pas besoin, encore une fois, cette montée des taux d'intérêt, elle peut être inférieure à l'inflation, mais cette montée des taux d'intérêt va créer du rendement. Et donc, les marchés actions vont nécessairement être moins attractifs. Et c'est pour ça que la montée des taux d'intérêt va signifier la fin de la partie des marchés actions. Lorsque vous regardez, alors pour cette raison-là, mais aussi parce que les perspectives de profit vont s'effondrer. Parce que plus finalement il y aura d'inflation, comme j'ai dit tout à l'heure, moins il y aura de capacité de création de richesse par les entreprises, et donc plus les profits, plus la croissance des profits sera faible, voire même des profits qui vont baisser. Baisser en réel, puisque c'est ça qui intéresse les marchés actions, c'est les profits, les flatter des prix. Donc, pour ces raisons-là, si l'inflation, l'inflation sonnera la fin de la partie du marché action pour ces deux raisons-là, mais aussi parce que finalement, les banques centrales ne pourront plus justifier une politique monétaire quantitative. Et donc, parce que justement, l'inflation empêchera les banques centrales de réinjecter de la monnaie de manière très importante, comme elles l'ont fait ces 2 dernières années. Donc, c'est là le sujet. Et donc, finalement, la hausse de l'inflation et finalement l'engagement du système économique et financier dans un nouveau régime classique sonnerait véritablement la fin de partie pour les marchés actions. Merci Laurent. Merci à vous tous. Nous n'avons plus de questions. Si une dernière question se présente, on est ravis de la prendre. Mais il me semble que nous arrivons au bout de cette présentation. Merci à tous pour votre présence, votre intérêt. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons tous vous contacter individuellement pour vous rendre visite, pour vous présenter Altiplano Pole Research. Et nous espérons surtout venir vous revoir avec Laurent, chez vous, ou en séminaire au cours de l'année 2021 pour vous présenter ces prochains travaux. 2022, pardon. On arrive déjà au bout de 2021. Pour vous présenter ces prochains travaux. Bien entendu, cette présentation fera certainement, et on y réfléchit avec Laurent, l'objet d'une publication sur le site, une fois qu'on aura digéré l'ensemble des données qui sont dedans et des retours qu'on pourra avoir. Merci à tous, très bonne journée. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Merci à beaucoup. Très bientôt.